Mesdames et messieurs, bonsoir. Parce que le coton et l'anacarde sont aujourd'hui les deux produits qui tirent l'économie des zones nord, centre et est de la Côte d'Ivoire, l'État y veille particulièrement. Et l'État a d'ailleurs vu des dysfonctionnements, les autres acteurs aussi. Et cela a conduit à une réforme. Cette réforme dure maintenant 2 ans pour relancer ces filières. Que donnent ces 2 années d'expérience, d'expérimentation? Les réponses avec M. Lassina Thio. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Thio, vous êtes le président de l'interprofession du coton, Intercoton. C'est bien cela? Effectivement. Juste auprès de vous, M. Konaté, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Vassili Konaté, président de l'association des professionnels du textile, Aprotextile. C'est cela? C'est exact. Monsieur Malamine Sanogo, bonsoir. Vous êtes le directeur général du Conseil du coton et de l'anacarde en Côte d'Ivoire, bien entendu. Bien sûr. Bonsoir. Et enfin, M. Christophe Ndri, secrétaire exécutif de l'Association professionnelle des sociétés cotonnières de Côte d'Ivoire, Aprocotsi. En tout cas, merci, messieurs, d'être venus, d'avoir répondu à notre appel pour comprendre un sujet qui passionne tout le monde. Avant même d'entamer nos échanges, je voudrais vous inviter, vous et les téléspectateurs aussi, à faire ce tour d'horizon de la filière coton, son état actuel. Une idée de comment il y a eu un boom à un moment et comment cette filière a souffert à un autre moment. Un reportage de Sita Soro. Levier de l'économie rurale en zone de savane, le secteur du coton occupe une place très importante dans l'économie agricole de la Côte d'Ivoire. La campagne 1999-2000 atteignait ainsi un pic de 400 000 tonnes de coton-graines. Grâce à la politique mise en place par l'État, par le canal de la Compagnie ivoirienne pour le développement des textiles CIDT depuis 1974. Cependant, la décennie 2002-2012 a vu la chute de la production. Ainsi, la campagne 2007-2008 a accusé le plus bas niveau avec 120 000 tonnes de coton-graines. Plusieurs facteurs justifient cet effondrement. Ce sont la baisse drastique des prix sur le marché international, l'augmentation des prix des intrants agricoles, la crise sociopolitique de 2002, la maîtrise insuffisante du secteur, ainsi que le relâchement du suivi technique des exploitants agricoles par les sociétés cotonnières. Afin d'apporter des solutions durables à tous ces problèmes, le gouvernement a procédé à l'adoption et à la mise en œuvre de la stratégie sectorielle coton avec l'aide de ses partenaires techniques et financiers tels que l'Union européenne. Stratégie axée sur des projets spécifiques concernant la production de semences de qualité. L'État a également étendu son appui par la subvention des engrais coton à hauteur de 7 milliards de francs CFA par campagne entre 2008 et 2013 et l'adoption en mars 2013 de la réforme de la filière coton, mesure qui tend à insuffler un nouveau dynamisme à la filière. Toutes ces réformes ont permis en 2014 et 2015 d'atteindre une production record de 450 000 tonnes. Cependant, certains problèmes persistent, notamment le manque de compétitivité lié à des problèmes de productivité et de qualité, mais aussi liés aux variations des prix de la filière dont les déterminants du marché international échappent encore aux acteurs locaux. Alors très bien, messieurs. On a fait le tour avec Sita Soro, vous l'avez constaté, tout a été vraiment résumé. On va parler de 4 choses à la fois. L'analyse des facteurs de production, le découpage de la zone cotonnière en zone d'intervention. On parlera aussi de comment vendre au juste prix et finalement la problématique de la transformation et ses enjeux. Je voudrais commencer par vous, monsieur Thio. Aujourd'hui, lorsqu'on fait le diagnostic de la filière coton, quel est le constat qu'on fait de façon générale? Bon, d'abord, nous sommes en pleine commercialisation pour la campagne 2015-2016. Et il faut reconnaître que dans le coton, la campagne chevauche sur 2 campagnes agricoles, 2 années. Donc nous sommes présentement en pleine commercialisation. Et tout à l'heure, on nous montrait des images où nous étions la campagne dernière à 450 000 tonnes. Il faut reconnaître que cette année, avec les conditions climatiques, il ne serait pas facile d'atteindre le même rendement et le tonnage de la campagne dernière. Donc cette année, nous serons légèrement en dessous des 450 000, peut-être voire 400 000 tonnes. Il y a déjà ce souci-là. Alors, quels sont les mots qu'on peut recenser tout de suite? D'abord, il faut reconnaître que cette année, nous avons eu une campagne difficile en termes de pluviométrie. Donc cela, nous disons que c'est les conditions climatiques en fait, qui ne sont pas favorables à cette bonne relance que nous avions eue. Et de 2, nous avons eu des problèmes au niveau des semences, qui fait que la semence n'étant pas de qualité, le taux de germination était très faible. Donc il faut reconnaître que les semences
font partie en fait des facteurs de production qui constituent en fait le maillon le plus fort dans les semis et la levée du coton. D'accord. Monsieur Konaté, on a écouté ce développement. Quelles sont les autres contraintes tout de suite que vous pouvez souligner? Il faut souligner que M. Thio a signé un facteur très important, c'est le problème des semences. Et si la semence n'est pas de qualité, c'est sûr que toute la production va ressentir le coup. Il est important d'avoir des semences sélectionnées, des semences à haut rendement, pour que véritablement nous qui sommes donc bénéficiaires de ces actions des producteurs, c'est-à-dire lorsque le coton graine est grainé, nous on reçoit la fibre. Et certains de nos acteurs aussi reçoivent la graine. Nous sommes donc dépendants de la production ivoirienne, donc de la production de qualité, donc des fibres de qualité. Et vous, les professionnels du textile? Nous, les professionnels du textile. Monsieur le directeur général, monsieur Sanogo, il y a un problème de semences? Effectivement, et comme a dit M. Thio, il y a un gros problème de semences. Et la semence concourt à peu près à 30% de la productivité. 30% de la productivité. Si la semence n'est pas de bonne qualité, il est évident. Mais la semence aussi perd de bonne qualité, mais si la semence n'est pas traitée, c'est un autre problème aussi, n'est pas traitée avant d'être mise à la disposition des producteurs pour que cette semence-là soit préservée des piqûres des insectes et que le plant même, jusqu'à 45 jours, puisse être préservé vraiment d'un certain nombre de maladies. Donc la question de la semence est vraiment problématique. À côté de la semence, il faut ajouter aussi les facteurs de production comme le NPK, l'urée, les insecticides, où souvent il semble qu'il y a des problèmes quand on écoute les producteurs au niveau même de la qualité de ces produits. Il a aussi parlé de la pluviométrie, donc il y a une question aussi d'adaptation au changement climatique qu'il faut regarder parce que depuis 40 ans en Côte d'Ivoire, en tout cas dans le domaine du coton, nous suivons la pluviométrie. Donc il faut peut-être que changer le calendrier agricole et amener les producteurs au respect strict des bonnes pratiques agricoles de l'itinéraire technique. C'est très fondamental pour la production du coton au niveau de la productivité et au niveau de la qualité marchande du coton. Ce point, nous allons le développer plus tard parce qu'on a l'impression que vous êtes en train de dire que les producteurs doivent se corriger davantage. On reviendra sur ce point, pas de problème. Monsieur Christophe Ndri, vous, l'association professionnelle des sociétés cotonnières, est-ce que vous subissez la chose de la même façon ou bien à un degré supérieur? On subit la même chose puisque les sociétés cotonnières, c'est leur matière première. Donc si les producteurs n'ont pas une bonne production, il va sans dire que les usines de grenaille ne seront pas approvisionnées comme il faut. Donc il faut, comme ils ont dit, de la bonne sémence, mais il faut ajouter aussi, il y a l'érosion. Comme les facteurs climatiques, il y a l'érosion du sol aussi, qui contribue aussi Donc il y a un élément aussi à voir au niveau de l'érosion du sol, ajouté au niveau des semences. Bon, les semences, on a dit qu'il y a des problèmes de semences. Ce qu'il faut ajouter, il faut compléter, il faut dire qu'on revient de loin. À la mesure que les chercheurs ont subi le contre-coup de la crise de 2002, il a fallu reconstituer tout leur arsenal génétique. Donc tous ces problèmes ont concouru aussi à pouvoir gêner un peu la production cotonnière. C'était juste pour avoir déjà eu l'idée de la chose. Mais monsieur Thio, franchement, comment est-ce que, après autant d'années, la Côte d'Ivoire peut avoir des problèmes de semences? C'est une question qui est valable pour tout le monde, mais je voudrais commencer par vous. On ne devrait pas avoir de problème de semences puisque c'est par là qu'on commence pratiquement. Bon, effectivement, ce qu'il faut reconnaître, c'est que lors de la crise que nous avions eue, tout le schéma de production de semences a été en fait détruit à Boaké. Donc ce qui nous a amené en fait dans les années qui ont suivi à mettre en place avec le CNRA un nouveau schéma de production de nouvelles semences. Donc, et pour constituer une nouvelle semence, pour la relancer des semences de base G0 jusqu'à R1, R3, cela met plusieurs années. Parce qu'il faut partir de G0 à G1, G2 jusqu'à R1, R2, R3, de sorte que la semence puisse suffire maintenant à beaucoup de producteurs. Parce que quand c'est en station, c'est toute une petite quantité. Et pour qu'elle puisse quitter en station, il faut 2 à 3 ans. Donc c'est quand elle rentre en R1, qui est en grande reproduction, c'est en ce moment la semence peut suffire largement en fait une bonne partie des producteurs. Mais il faut reconnaître que dans ce schéma, il y a une difficulté. C'est que nous n'avions pas une société type en Côte d'Ivoire qui produit de la semence
pour la mettre à disposition de tous les autres. Donc, ce qui fait que chaque société est amenée en fait à produire de la semence comme elle peut. Et cela ne répond pas vraiment à un schéma de production de semences. Il faut carrément en fait trouver une société qui remplisse un certain nombre de normes techniques et à recruter les personnes qu'il faut. Et aussi des producteurs semenciers qui puissent travailler vraiment comme ils le font dans les pays développés pour produire de la semence de qualité et la mettre à disposition de tous les acteurs. Ça, c'est beaucoup important. Monsieur Konaté, s'il le dit, c'est parce que vous avez perçu le problème. Mais pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à le régler? Il faut dire que c'est quand même avec la crise de 2002, c'est 60 ans de recherche agronomique qui ont disparu. Le CNRA avait une station à Boaké. Cette station-là, pratiquement, avait enregistré beaucoup de progrès. Et la destruction de cette station a occasionné donc la multiplication désordonnée des semences. Il faut dire que la privatisation de la CIDT n'a pas aidé les choses. Parce que les sociétés cotonnières qui sont nées de la privatisation de la CIDT n'ont pas eu toujours le même regard persistant qu'avait la CIDT en ce qui concerne la qualité. Surtout la qualité, surtout mettre l'accent sur la recherche. Ces sociétés-là se sont contentées de développer des plantations sur de grandes superficies sans se soucier du rendement. Elles voulaient avoir du coton, ne serait-ce que pour les usines. Mais en ce qui concerne la recherche, mettre l'accent sur la recherche, sur la qualité, mais ce n'était pas leur problème. Elles faisaient de l'extension sans s'occuper de la problématique de la productivité. Monsieur le directeur général, monsieur Sanogo, là je suis obligé de m'adresser à vous. J'ai l'impression qu'on est en train de vous dire que c'est vous qui n'avez pas fait, vous qui êtes l'autorité, cela ne peut pas vous échapper. Cela ne peut pas échapper normalement au conseil du coton de l'anacarde. Non, mais surtout même à la réforme. Ils conviennent avec moi que l'un des axes stratégiques de la réforme de la filière coton, c'est la production, la multiplication et la distribution de la semence. Donc ça a été déjà identifié que c'est une question qu'il faut régler. Maintenant, la question c'est aujourd'hui comment on fait pour disposer de suffisamment de semences pour mettre à la disposition des producteurs. Alors moi je pose la question autrement, comment est-ce que vous faites pour ne pas en avoir suffisamment? Alors pour le faire, en fait, il faut aller au-delà des habitudes classiques. C'est-à-dire qu'il faut produire la semence même en contre-saison avec de l'eau. Aujourd'hui, la production cotonnière, c'est une production pluviale. Si on veut attendre les pluies pour produire la semence, on ne pourra pas obtenir beaucoup de semences. C'est un des axes stratégiques de la réforme. Sommes en train de travailler là-dessus. Il faut vraiment isoler la production de la semence des activités courantes des égreneurs et produire suffisamment de semences, même en contre-saison, avec l'appui de l'eau, pour pouvoir suffisamment avoir des semences. Excusez-moi de le dire, mais à partir de quel moment vous avez pris conscience de cela, puisque jusqu'à présent ce n'est pas fait? Depuis 2013. Depuis 2013. 2013, j'ai envie de dire que c'est tout juste là, vous ne devrez pas être surpris. Oui, en fait, moi je parle de la réforme. Vous savez, nous sommes là pour mettre en œuvre les dispositions de la réforme. Et l'un des axes stratégiques qui a été identifié, c'était le problème de la semence. Il faut le mettre en œuvre, mais nous sommes là pour coordonner la mise en œuvre de la réforme. On travaille avec les acteurs. On ne peut pas aller plus vite que les acteurs de la filière qui ont les moyens de production. Donc, il faut les amener à mutualiser la production. Le président pourra vous en parler. On travaille toujours vraiment à mettre ce dispositif, cet axe stratégique de la réforme sur lequel nous sommes attendus par le gouvernement. Donc, c'est vraiment un axe stratégique de la réforme qui doit être opérationnalisé très rapidement. Monsieur Ndri, vous n'allez pas au rythme souhaité? Moi, je voulais corriger quelque chose à dire notre ami Koné Vasiliki. Konaté Vasiliki. Oui. En fait, au niveau des semences, on avait une convention avec le CNRA. Et chaque année, les sociétés cotonnières signaient une convention de recherche avec le CNRA. Et le CNRA mettait des programmes en place pour la multiplication des semences. Il faut dire qu'après, avec les événements de la crise, beaucoup d'éléments ont changé. Vous l'avez dit tout à l'heure. Donc, il ne faudrait pas dire que les sociétés cotonnières faisaient des extensions. Il y avait chaque année, on mettait près de 200-300 millions de signes de conventions pour que le CNRA puisse faire la recherche au niveau des semences. Donc, en fait, le problème des semences vient de très loin. Moi, je pense qu'avec la recherche, on a commencé avec... on a eu des projets au niveau financés par les partenaires financiers. Et avec ces projets, nous sommes en train de régénérer le potentiel génétique au niveau des semences.
Cela bat votre argument en brèche, M. Konati. Mais ce que je voulais dire à M. le Président, c'est que ce qu'il souligne, c'est exactement ce que je lui dis. Au moment où c'était l'État qui coordonnait l'action avec la société d'État CDT, il n'y avait pas de relâchement. Aujourd'hui, ce sont les sociétés cotonnières. Moi, je vous donne un exemple simple. Cette année, je voulais planter du coton. J'avais besoin de semences. Mais on m'a envoyé des semences qui étaient destinées au bœuf pour que je puisse les planter. Sachant que le taux de germination est très faible. Les sociétés cotonnières ne s'en préoccupent pas. C'est-à-dire la recherche met un accent particulier, investir dans la recherche pour avoir de la semence de qualité, ce n'est pas le point focal de leur action. Pour eux, il faut distribuer de la semence à beaucoup de paysans, quitte à ce qu'ils produisent 500 kilos, une tonne à l'hectare, pourvu qu'eux puissent avoir de la matière pour approvisionner les usines de grainage. C'est tout ce qui les intéresse. Alors qu'ils devaient mettre l'accent sur l'effort du paysan. Parce que de ces mauvaises semences, c'est beaucoup d'efforts du paysan qui se perdent. Il fait beaucoup d'efforts pour avoir une production très faible. Donc ce n'est pas de nature à l'enlever dans le système de pauvreté dans lequel il se trouve. Il faut l'encourager à faire moins d'espace, à demander moins d'efforts et avoir une production plus importante. Et ça va d'abord par la qualité de la semence. Il faut qu'ils mettent l'accent dessus. La zone d'où je parle, ce sont des semences de bœufs qui ont été distribuées pour beaucoup aujourd'hui dans les zones de production. C'était destiné à l'alimentation de bétail. Ce n'est pas des semences qui sont protégées, ce n'est pas des semences qui sont sélectionnées avec rigueur. Les paysans prennent de tout venant, ils achètent même souvent pour pouvoir planter. Et ça, ce n'est pas normal. Alors, ces deux positions totalement tranchées. Là, je vais laisser M. Thio et M. Sanogo trancher. Quel est votre avis là-dessus, M. Thio? Bon, effectivement, moi, je pense que quand on sortait de la crise, nous avons mis en place un schéma de production de semences. Et il fallait aller jusqu'à voire 2-3 ans pour que la semence puisse couvrir en fait l'ensemble des producteurs de coton. Donc vous comprenez que quand vous êtes dans un schéma pareil, tous les producteurs ne peuvent pas avoir la semence de qualité. Malheureusement, il faut le reconnaître, chaque année que nous allons dans un schéma de production, la finition n'a pas été bonne ces dernières années. Pourquoi? Parce que nous avons assisté aussi à des producteurs qui, pour gagner plus de tonnage dans le coton, ont accepté de mouiller le coton. Or, quand vous mouillez le coton, le taux de germination devient très faible. Ça veut dire que le coton, quand il est mouillé, la graine boit de l'eau et automatiquement la graine pourrit. C'est là on a assisté ça aussi avec des producteurs sémenciers, ce qui n'a pas été vraiment très bon pour permettre à ce que toute la filière puisse mettre à disposition une semence aujourd'hui qui pourrait répondre un peu aux normes. Mais ceci étant, c'est de dire quelque chose qui est très important. Moi, je pense que toutes les sociétés cotonnières, en fait, ne gagnent que quand il y a des producteurs qui produisent avec de la très bonne semence. Ce qui nous amène aujourd'hui à commencer à réfléchir plus loin. Quel schéma mettre en place pour avoir une semence de qualité pour tous les acteurs? Ça, c'est beaucoup important. Et je pense que c'est ce qui nous a amené en fait à poser la problématique pour qu'au sein de la filière, on puisse trouver la solution et même voir avec l'État. Ce qui amène aujourd'hui la réforme à nous dire qu'il faut mettre en place un schéma de production de semences, ce qui doit nous permettre soit de contractualiser avec un acteur bien précis qui va produire la semence pour tous les autres. Sinon, je pense que si on doit rester sur... il faut reconnaître qu'entre les sociétés même, elles étaient concurrentes. Voilà. Le fait qu'elles sont concurrentes, quand vous demandez à un concurrent de produire de la semence pour l'autre concurrent qui vient lui enlever quelques producteurs, s'il lui a enlevé quelques producteurs cette année, la campagne qui suit, si c'est elle qui doit produire la semence pour cette société, elle ne lui donnera pas de la bonne semence. Donc il y a tous ces aspects en fait qui rentrent en ligne de cause. Donc il est bien de se pencher sur la question et de la traiter avec technique. C'est vrai que vous avez expliqué, mais rien ne justifie qu'on ait des semences de mauvaise qualité, monsieur le directeur. Pourquoi ne choisit-on pas une structure spécialisée neutre, par exemple, pour produire les intrants? Je pense que votre question est pertinente. Les engrais, les semences, effectivement, pour nous, il n'est pas question de donner des semences aux producteurs alors qu'on n'a pas vérifié le taux de germination à l'usine. Parce que si vous donnez avec un taux de germination, comme il a dit, qui n'est pas acceptable, c'est sûr qu'il ne va pas avoir de rendement. Donc il sera en impayé, c'est clair. Et ce qu'on prévoit très rapidement, avant même d'externaliser, je vous disais tout à l'heure qu'on est tous d'accord qu'il faut externaliser la production et la multiplication de la semence. Parce que les variétés
de haut rendement, en termes de rendement au champ et en termes de caractéristiques commerciales très bonnes, existe au niveau de CNRA. Mais comment faire en sorte que tous les producteurs puissent avoir ces semences? Il faut mettre en place un nouveau dispositif de multiplication de la semence. C'est ce que j'ai dit, sans attendre la pluie. Voilà. Parce que sans attendre la pluie, on peut faire le coton 3 fois dans l'année, par exemple, au lieu d'attendre une seule fois. Et c'est vraiment un enjeu. Mais ce que le ministère de l'Agriculture a décidé, même à partir de cette année, c'est de déployer des techniciens déjà dans les usines d'égrenage pour certifier les semences qui vont être mises à la disposition. Certifié, vous avez dit? Ah oui, certifié. Des agents semenciers du ministère de l'Agriculture. Tout le monde est d'accord là-dessus? Ouais. Ah, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix en attendant, parce que remettre de la semence de mauvaise qualité aux producteurs, ça pose de gros problèmes en termes même de remboursement des intrants. Parce qu'il faut noter aussi qu'il y a un préfinancement pour la culture du coton. On donne en crédit les intrants, même les bœufs, ça c'est des crédits de moyen terme, mais les engrais qu'on donne, mais c'est à la fin, à la vente, qu'on récupère ces crédits. Mais si le producteur ne peut pas vous donner un rendement de 1 tonne 2 à l'hectare, il est évident qu'il ne pourra même pas rembourser votre crédit. Donc il ne pourra pas avoir le courage de refaire le coton, compte tenu même de la pénibilité de cette spéculation. C'est pour ça que nous pensons que la responsabilité de l'État, c'est de s'assurer que les produits qui seront mis à la disposition, pas seulement la semence, mais tout ce qui est produits phytosanitaires, engrais, NPK, vont être vérifiés sur le terrain. Et chaque fois, il va y avoir des missions de prélèvement et d'analyse. Même actuellement, il y a des analyses qui sont en cours. Voilà, donc c'est très important. Il faut vraiment certifier les semences avant de les remettre à la disposition. Et certifier les semences, monsieur Ndri. Moi, j'ai l'impression, quand j'écoute tout le monde, j'ai l'impression que les producteurs sont mal accompagnés, entre guillemets. Et qu'il manque beaucoup de choses. Non, et qu'il manque même que l'État les subventionne. Non, dire que les producteurs sont mal accompagnés, c'est... Je pense que... Alors, le synonyme, c'est quoi? La réalité, c'est qu'ils ne sont pas accompagnés comme ils veulent. Non, ils sont accompagnés parce qu'au niveau des sautés cotonnières, il y a nos conseillers agricoles qui travaillent avec eux. Ce qu'il faut, comme on a dit, il y a et qui suivent l'itinéraire technique. Il faut dire qu'au niveau des semences, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de zones agroclimatiques où on produit de la semence. Il y a des zones bien déterminées où la semence peut être de bonne qualité. Donc il ne faudra pas perdre de vue ce côté-là. Et puis il faut dire aussi qu'en Côte d'Ivoire, la semence est donnée gratuitement aux paysans, contrairement aux autres pays où la semence est payante. Quand vous dites gratuitement, c'est vraiment gratuitement, oui. Pas de contrepartie? Non, parce que là on va parler de certification, on va parler d'externalisation. Il y aura des coûts. La production de semences a un coût. Donc quand on va aller sur ce chemin, on ne dit pas que c'est une très bonne chose pour rehausser la qualité du coton. Mais il faut s'attendre aussi qu'il y aura un coût derrière, qu'il va falloir que quelqu'un paye. Voilà, donc il faut dire que, pour dire que les sociétés cotonnières ne se préoccupent pas de la semence, moi je pense qu'ils veulent mettre des produits de bonne qualité. Le coton est exporté à grande partie, donc tout part de la semence. Donc les sociétés cotonnières mettent aussi du sien pour pouvoir produire de la bonne qualité. Mais au niveau il faut savoir ces dernières années, compte tenu de l'étendue des surfaces qui augmentent, la multiplication ne permettait pas de pouvoir satisfaire l'augmentation des surfaces. Ce qui faisait que dans la multiplication, on partait de, comme il a dit le président, R1, 2, R3, et les R3 devaient aller à l'huilerie. Mais comme la surface augmentait, on n'avait pas suffisamment de semences. Donc c'est ce qui faisait. Donc il y a tout un travail de chaîne qu'il faut faire. Donc il ne faudrait pas l'imputer à une catégorie. Il y a toute une chaîne, ça part du paysan. Ah, mais c'est la boucle. Du paysan, il a dit, les paysans, ça part du paysan à la recherche. Bon, c'est toute une chaîne qu'il faut. Alors quand une chaîne est cassée, bon, il faut... Monsieur Konaté, nous ne sommes pas d'accord. Finalement, il fait son meilleur culpa, je m'en réjouis. Il reconnaît que la semence n'est pas de qualité, que l'insuffisance de la semence a conduit à donner des R3 aux paysans. Donc, il y a un constat à faire, c'est ce que le directeur général a dit. Il faut remettre tout ça en place, il faut reconnaître ses responsabilités, parce que le fait qu'il n'y ait pas de semences de qualité, ce sont les paysans qui payent, d'une façon ou d'une autre. Faites du travail où tu t'attends à 1 tonne et demi, à 1 tonne. Reconnaissez que nous sommes dans un système de gestion intégrée. Les sociétés cotonnières
donnent la semence, ils donnent des intrants, etc. Mais à la fin, leur crédit repose sur la production du producteur. Donc, il va vendre sa production à la société cotonnière, qui va enlever toutes les charges qui ont été avancées aux paysans, et c'est le résiduel qui sera rendu aux paysans. Si ce n'est pas suffisant, le paysan même va souvent avec la dette à la maison, après la campagne cotonnière. Mais la responsabilité, nous sommes dans un système de responsabilité qui doit s'appuyer, donc c'est un système de responsabilité vraiment de façon profonde. Si vous donnez de la semence qui n'est pas de qualité et que le paysan exerce les efforts nécessaires, à la fin, ce n'est pas lui qui doit payer le préjudice. Il aurait fallu que ce soit la société cotonnière qui paye, mais c'est le paysan qui paye. Justement, c'est pourquoi je ne comprenais pas tout de suite lorsqu'on parlait de gratuité. Cela me fait poser cette question-là. Faut-il un fonds destiné à la production de façon générale? C'est une question destinée à tout le monde, M. Thio. Faut-il un fonds destiné à la production? De la semence. Bien entendu. Oui. En fait, si par exemple le coût de la semence est connu par les acteurs et décidé, tout ça, moi je pense que en fait, dans le mécanisme que nous avons à mettre en place, il faut déjà chercher à faire un prélèvement pour abonder en fait ce fonds qui doit servir à acheter de la semence et la mettre à disposition des producteurs. Dans d'autres pays, ça se fait très facilement où, par exemple, ils ont dû adopter en fait d'autres schémas. Par exemple, je prends le cas du voisin et ceux du Cameroun. Aujourd'hui, ils ont les OGM ou tout ça. C'est de la semence que les producteurs achètent. Ils achètent et ils s'en vont s'aimer. Et ils achètent une bonne qualité. Donc, c'est de dire que, en fait, si nous restons dans un schéma de production, d'abord, il faut mettre en place les moyens pour pouvoir produire la semence et contractualiser avec une société qui est prête à faire ce travail et à multiplier la semence pour tous les acteurs de la Côte d'Ivoire. Je précise bien, en 2008, moi je suis arrivé à l'interprofession en 2008, on avait autour de 35 000 producteurs de coton. Vous voyez, avec 35 000 producteurs de coton en 2008, aujourd'hui, nous sommes à 121 000, voire 125 000. Donc, vous comprenez que les surfaces sont parties de 120 000 hectares, aujourd'hui à près de 450 000 hectares. Donc, du coup, la semence, si vous devez partir graduellement, il faut trouver de la semence qui puisse aller au fur et à mesure avec les gens. Mais ce qui est beaucoup important et qu'il faut souligner, c'est que la semence, quand on met à disposition des producteurs, il y a quand même les bons producteurs, il y en a qui produisent plus de 2 tonnes à l'hectare. Il y a même d'autres qui produisent 3 tonnes à l'hectare, comme dans les stations de recherche du CNRA. Donc, c'est de dire que si nous avons de la très bonne semence que nous mettons à disposition des producteurs, nous pouvons atteindre facilement l'objectif de 600 000 tonnes que l'État nous a fixé d'ici quelques années. Ça, c'est possible. Ça veut dire qu'avec 400 000 hectares que nous avons sémés cette année, ne serait-ce que si nous arrivons à faire 1,5 tonne à l'hectare, nous pouvons faire facilement les 600 000 tonnes. C'est la capacité industrielle qui est installée en Côte d'Ivoire. Donc pour nous, si nous dépassons un peu 1,5 tonne, voire 1,7 tonne à l'hectare, c'est clair que nous pouvons encore installer d'autres usines qui peuvent encore donner du travail à des Ivoiriens. Donc c'est de dire que c'est beaucoup important pour nous, la semence, et c'est la clé du problème, ça. Si c'est réglé, je pense que tous les autres problèmes pourront trouver leur solution facilement. Très bien, je vois tout le monde acquiescer avec cette conclusion-là. Mais là, je voudrais m'adresser à vous, monsieur le directeur général. Lorsqu'on a parlé des facteurs de production et qu'on cherche la solution, aujourd'hui nous sommes en période de libéralisation. Est-ce que cette libéralisation vous pose problème? Parce que je vous ai entendu proposer un découpage de la zone cotonnière en zone d'intervention. Et la première fois, j'entendais parler de zoning. De quoi il s'agit de façon précise? Merci beaucoup, M. Fofana. En fait, le zoning, c'est une des propositions, c'est un axe stratégique de la réforme. Comme je vous ai dit tout à l'heure, peut-être que je vais les citer. Au niveau de la filière coton, les axes stratégiques qui ont été développés, le premier axe stratégique, c'était la production, la mutualisation de la production et de la distribution de la semence. C'est ce point qu'on vient d'évoquer. Le second axe stratégique, c'était l'optimisation de la production des producteurs en intrants. Je vais parler de NPK, urée, insecticides, de qualité suffisante et à temps. À temps c'est bien important. Après, il y avait le mécanisme de fixation du prix qui devrait être repris pour qu'il soit transparent et qu'ils intègrent les coûts de la filière. On a aussi le zoning, parce qu'on avait estimé que la libéralisation de la filière n'est pas allée jusqu'au bout.
parce qu'on a laissé chaque opérateur faire ce qu'il veut. Et il y a eu un relâchement de l'encadrement. Il y a une concurrence déloyale entre les égreneurs. Comme on le disait tout à l'heure, le président Thio, il y a certains égreneurs qui n'encadrent pas, mais qui sont prêts à recevoir le coton qu'ils n'ont pas encadré. Et ça pose vraiment de véritables problèmes de financement de la filière. C'est pour ça que les acteurs, ensemble, on a réfléchi, on s'est dit que, mais en fait, partout aujourd'hui, le coton a reçu, les productions sont bonnes, la qualité est bonne. Ce sont des pays qui sont dans un dispositif de zoning. Que vous prenez le Mali, le Burkina, le Cameroun, les pays qui ne s'en sortent pas, c'est où c'est vraiment une libéralisation à outrance. Vraiment non contrôlée. Vraiment non contrôlée. Là, on ne s'en sort pas. Donc, on a proposé aux acteurs de revenir dans un système de zoning, c'est-à-dire des zones usines, zones de production, qui tient compte d'un certain nombre de paramètres, notamment le coût de transport. Parce que le coût de transport, il est très déterminant dans la production du coton. Et on estime qu'au-delà de 65 km déjà des rayons moyens par rapport à l'usine, le transport n'est plus rentable. La production du coton n'est plus rentable. Donc il était question de regrouper les usines autour d'un certain nombre de zones comme ça et pouvoir permettre aux égreneurs d'opérer en toute tranquillité parce que personne ne viendra leur voler le coton et ça va leur permettre de pouvoir obtenir des financements auprès des banques puisqu'il y aura suffisamment de visibilité et de pouvoir faire des investissements. En même temps, la contrepartie pour les graineurs, c'est d'assurer l'encadrement des producteurs, d'améliorer le cadre de vie et de les professionnaliser. Donc pour nous, c'était une approche gagnante-gagnant pour les deux acteurs, les producteurs et les graineurs. C'est pour ça que nous avons proposé. Quand je dis nous, je parle vraiment des acteurs. Parce que la réforme, c'était une affaire des acteurs. On a fait des ateliers thématiques, on a retenu, on a identifié les problèmes, on a proposé des solutions au gouvernement et le gouvernement a entériné ces solutions. Donc ce n'est vraiment pas une affaire du gouvernement, c'est une affaire des acteurs. Et la mise en œuvre de la réforme aussi doit se faire avec les acteurs. Si les acteurs ne sont pas d'accord, on ne pourra pas avancer dans la mise en œuvre de la réforme. Donc ça va poser le problème de la durabilité de la filière. Donc nous pensons que le zoning, c'est une solution, entre autres. En tout cas, ça n'a pas été contesté par les acteurs, mais maintenant, c'est les détails. Quand il est question de rentrer dans les détails, on va le vérifier avec les acteurs déjà qui sont sur le plateau avec vous. Monsieur Christophe Ndri, est-ce que vous êtes totalement d'accord avec le zoning? Vous pensez que le système de zoning est à 100% avantageux? Oui, Vous n'avez rien à redire? Non, toutes les sociétés cotonnières sont d'accord sur le zoning. Peut-être rappeler un peu ce qui s'est passé un peu avant, à la privatisation de la CDT, il y a eu ce découpage-là. Il y avait 3 sociétés. Donc il y avait déjà ce système de zoning. Chacun avait son bloc. Il y avait 3 blocs. La CDT qui était au centre. Il y avait le nord-est et le nord-ouest. De 1998, la date de la privatisation, jusqu'en 2000. Et c'est à partir de 2000 qu'on a parlé de libéralisation. Et libéralisation, bon, donc chaque acteur pouvait aller où il pouvait aller. Et c'est comme ça que les problèmes ont commencé. Et un des acteurs dans le cheminement a disparu. Il était dans le bloc nord-est. Le bloc nord-est étant devenu vide, donc d'autres opérateurs sont venus. Donc ce qui fait qu'ils sont partagés cette partie-là. Donc de 3 sociétés cotonnières, on est venu à 6. Donc à partir de ce moment, il faudrait que chacun cherchait à alimenter son usine de grainage. D'où est venu un peu qu'il fallait recadrer les choses. Bon, l'idée du zoning est bon, on a vu l'étude, mais il faut aller sur des bases, j'allais dire, justes et équitables pour tous. Parce que juste et équitable pour tous. Voilà, puisque une étude a été faite. Avant cette étude, on a vu comment l'espace du bassin cotonnier a été occupé par chacun des opérateurs. Chacun voulant alimenter son usine, s'est déployé un peu dans le bassin, puisqu'on a dit que tout était ouvert. Puisqu'il a parlé tout à l'heure de zones usines. Bon, certains ne respectaient pas les zones usines. Maintenant qu'il faut recadrer, d'autres ont fait des investissements où ils se sont déployés. Maintenant qu'on veut ramener tout le monde dans une zone donnée, il va falloir redistribuer les cartes dans des proportions qui satisfassent tout le monde. Monsieur Konaté, le zoning, vous êtes partant? Vous avez des appréhensions? Mes appréhensions, non.
Mais je pense que c'est une des solutions que l'État de Côte d'Ivoire a choisies parmi tant d'autres. Ailleurs, le producteur n'est pas forcément lié à l'égreneur. Le producteur, s'il a des couvertures en termes de garantie, c'est-à-dire s'il y a une réforme foncière qui est juste, que les terres peuvent être immatriculées, s'il y a une couverture d'assurance sur sa production, le producteur est capable d'emprunter sur le marché financier pour préfinancer justement ses problèmes d'intrants et autres, pour qu'il soit libre de sa production. Chez nous, ce n'est pas le cas. C'est en général dans un système de crédit, lorsqu'on vous donne un crédit, on ne compte pas sur ce crédit pour rembourser le crédit. Vous devez donner une autre garantie en dehors du crédit qui soit saisissable, qui puisse garantir le remboursement du crédit. Mais les sociétés cotonnières prennent de gros risques en ce qui concerne la Côte d'Ivoire. Elles financent, elles préfinancent une récolte, donc elles se mettent déjà à risque. Et elles comptent sur le fruit de la récolte qu'elles ont financé pour pouvoir se faire rembourser. Ce qui est totalement contraire à l'orthodoxie financière. Mais si elles le font, et que comme c'est une pratique qui est acceptée par l'ensemble des acteurs, l'État veut que ce soit consolidé. Et que chaque acteur, justement, soit il y a une zone d'intervention. Si vous avez une zone d'intervention, comme vous n'êtes pas dispersé sur l'ensemble du territoire national, on saura si dans votre zone, il y a des producteurs qui ont de la bonne semence, qui font peut-être 1 tonne 6, ou 1 tonne 7, ou 2 tonnes à l'hectare, on va pouvoir savoir. C'est un problème de responsabilité. Et cette responsabilité-là, ce zoning doit être encadré par des lois vraiment strictes, de nature à protéger à la fois les acteurs, tous les acteurs dedans, mais il sera difficile que ces acteurs, ces sociétés de grainage s'entendent. Il faut que l'État tranche à un moment donné, en fonction de son orientation stratégique. On ne peut pas attendre forcément qu'eux s'entendent d'abord avant d'avancer. Et lorsque ces sociétés cotonnières ont été privatisées, il y a un cahier des charges qui accompagnait. Il faut reconnaître qu'à l'époque, déjà en 1998, au moins on privatisait la CIDT, il y avait deux autres intervenants qui sont intervenus. Après, quand la société LCCI a été liquidée, il y a eu d'autres intervenants qui sont intervenus aussi. Donc ça s'élargit et ça fait un peu désordre. Pour ramener tout ça dans un ordre normal et responsable, l'État a envisagé le zoning qui est une solution et que tous les acteurs ont identifié comme la meilleure solution aujourd'hui parmi toutes les solutions proposées. Et c'est sur cette solution-là qu'il faut que les égreneurs s'engagent rapidement à respecter ce cahier des charges-là, de sorte à préserver la pérennité de la filière cotonnière ivoirienne. Et c'est sûr, M. Sanogo, que je reviendrai à vous par rapport à cet aspect. L'État doit trancher, il a dit. Vous nous direz comment l'État peut trancher. Déjà, quel est votre avis, M. Thio, sur le zoning? Bon, il faut reconnaître que je suis l'un des plus heureux actuellement qui constate que tous les acteurs commencent à accepter cette vision du zoning. Parce qu'au départ, quand nous avons réfléchi, après toutes les difficultés, et commencé à proposer qu'il faut aller dans un système de zoning pour régler les problèmes qui sont dans la filière, certains n'avaient pas vu ça comme nous l'avions vu auparavant. Et, il faut reconnaître qu'à force de se parler, échanger, aller dans les différents ateliers, on constate que même les producteurs, une partie des producteurs qui étaient rétractés du fait du zoning, commencent à comprendre qu'il faut nécessairement arriver au zoning pour améliorer en fait leurs conditions de vie. D'abord, le zoning, qu'est-ce qu'il peut apporter pour un producteur? Vous comprenez que dans un espace bien donné, qui doit être confié à une société cotonnière, aujourd'hui, soit peut-être vous avez un rayon, un conseiller agricole qui a droit à être dans un village, il se retrouve 3 ou 4 conseillers agricoles dans le même village. Et un conseiller agricole qui ne doit pas aller à plus de 40 km, il se retrouve sur 200 km à aller et revenir. Donc, vous retrouvez un conseiller agricole qui, au lieu de visiter son producteur, à qui il doit donner des conseils, durant toute l'année, le producteur ne le voit que 2 fois. Or, tout le monde sait que la plante vit comme l'homme. Une plante vit peut-être 120 jours, tout ça. Donc, dans les 120 jours, elle a besoin d'être assistée, d'être entretenue, d'être traitée. Et il se trouve que cette plante peut tomber malade avant l'âge de la maturité où elle doit pouvoir donner en fait, des capsules et même s'ouvrir. Si durant cette période, il n'y a pas un conseiller agricole qui passe auprès du producteur et qui voit
et qui lui dit il faut traiter avec tel produit, vous vous rendez compte que ce producteur perd en fait sa production. Donc c'est pourquoi il est bien que nous soyons dans un système de zoning qui va permettre non seulement aux conseillers agricoles, avec un certain nombre de producteurs, qui arrivent à les visiter régulièrement. Et dès qu'ils les visitent régulièrement, on peut arriver à un potentiel qui peut nous amener vraiment à atteindre un très bon tonnage où le producteur peut aller avec de très bons rendements. Ça, c'est un. De deux, comme le directeur général l'a dit, vous voyez, par exemple, nous sommes dans un schéma où un monsieur produit du coton, par exemple, à Zenoula, et le coton est égrené à Korogo, par exemple. Vous voyez, de Korogo à Zenoula, ça fait combien de kilomètres? À peu près 350 kilomètres. Donc, si nous sommes dans un mécanisme où nous devons retenir d'abord toutes les charges, y compris les frais de transport, avant de fixer des prix à ce producteur, vous dépassez l'usine de Mankono, vous dépassez celle de Diara, vous envoyez la production juste à Korogo. Par contre, il y a une usine qui est là à côté, c'est Zata. Donc, si nous restons dans un schéma comme ça, il est clair qu'il y aura des industries dans des régions et dans des départements qui ne pourront jamais être opérationnels. C'est pourquoi, je le redis clairement, tout le système que nous avons aujourd'hui peut mieux prospérer et on peut gagner assez d'argent en étant dans un système de zoning. Les producteurs avaient peur, ça je le comprends, parce qu'il y a certains qui pensent qu'ils peuvent se retrouver avec un acteur qui va enlever leur coton et qui ne puisse pas les payer rapidement, tel le cas d'une société qui a disparu. Parce que ça aussi, à un moment donné, on a assisté ça en Côte d'Ivoire, les producteurs ont crié, tout ça, et l'État n'est pas venu à leur rescousse, en sachant bien que l'État avait vendu en fait cette parcelle à un opérateur. Mais quand vous vendez une parcelle à un opérateur et que l'opérateur n'arrive pas à payer les producteurs à temps, il fallait que l'État réagisse très vite et sommer en fait cet opérateur de payer les producteurs dans le plus bref délai. Mais les producteurs se sont retrouvés avec plus d'un an, ou bien voire 2 ans, sans avoir le fruit de leur labeur. Donc, ce qui a amené aujourd'hui les producteurs à se rétracter en pensant qu'on peut retomber dans le même système. Donc, pour moi, il s'agit, ici, si nous allons dans une nouvelle forme de zoning, il faut que l'État, à travers le CCA qui est aujourd'hui dans la filière avec nous, garantisse en fait un meilleur temps de paiement en fait, de tous les acteurs avec qui il aura la lourde responsabilité de signer un cahier de charges, de respecter strictement les périodes de paiement et de payer correctement les producteurs. Et cela va encourager tous les producteurs à continuer de produire. Et ça, vraiment, avec ce schéma... Pour vous, c'est vraiment ce schéma